Et 2024, il y aura autant de passagers qui vont voyager par avion qu'en 2019. L'aérien ne représente que 0,5% du transport de marchandises, ce qui est finalement quasiment négligeable. Bonjour à toutes et à tous, professionnels, passionnés et curieux de développement durable. Vous écoutez Dialogue ESG, le podcast où nous explorons et analysons l'actualité à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ensemble, plongeons dans les enjeux d'aujourd'hui pour mieux comprendre comment ils transforment notre environnement. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Dominique, il y a 2 semaines, on a parlé des voyages privés. On est parti au Kenya, chez les Masai Mara, en revenant par l'Espagne. Pendant ces 2 semaines, j'étais à l'étranger et je suis passé en transit par Abu Dhabi où j'avais 3h30 à attendre. Comme 3h30, c'est relativement long et si on ne souhaite pas faire du shopping dans l'aéroport, ce qui est mon cas, je me suis dit que j'allais profiter d'une des lounges auxquelles j'ai accès. En arrivant devant la lounge, il y avait une énorme queue, ce qui m'a un peu surpris. Donc, je me suis renseigné au comptoir et là, on m'a dit « Oui, c'est normal. Il faut attendre au moins 45 minutes pour pouvoir rentrer dans la lounge. » Parce que bon, enfin quand même, l'objectif c'est d'aller se reposer et pas d'attendre 45 minutes debout. J'ai donc renoncé à entrer, sans pour autant aller faire du shopping. Par contre, ça m'a fait penser que le nombre de voyageurs avait l'air d'avoir bien augmenté. Voilà, c'était minuit et l'aéroport était absolument plein. Donc, en regardant un petit peu, en se lisant d'autres articles, on constate que la IATA, donc l'Association mondiale des transports aériens, a sorti des statistiques et des prévisions pour 2024. Et pour 2024, justement, il y aura autant de passagers qui vont voyager par avion qu'en 2019. Et on sera pas très loin du record de 2017. Oui, bien sûr. C'est le fameux monde d'après qui devait être fondamentalement différent du monde d'avant. Parce que finalement, c'est l'espérance que tout le monde avait après le Covid. Le Covid, les gens ne voyageaient plus. Ils ont changé leurs habitudes et ces habitudes étaient censées se prolonger et nous permettre par la même occasion d'avoir une trajectoire de diminution de notre empreinte carbone plus efficace. Parce que moins de voyages. Mais non, effectivement, tu as raison. Clairement, les voyages ont augmenté. Alors, j'ai peut-être quelque chose pour nous rassurer. Alors après, est-ce qu'on peut l'extrapoler à l'ensemble de la planète? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, fait des enquêtes passagers depuis 2009 et on voit quand même une tendance très forte au niveau des vols professionnels. Alors par exemple, entre 2016 et 2023, on est quand même passé en termes de proportion de 25% de vols professionnels à seulement 19. Donc on va dire qu'en 7 ans, il y a 6% de voyages professionnels en moins, donc c'est quand même très net. Alors personnellement, je ne suis pas totalement certain que ce soit lié au monde d'après selon le Covid, mais je pense que c'est quand même le monde d'après selon la digitalisation qui nous permet quand même de faire un certain nombre d'activités sans forcément systématiquement prendre l'avion. Même si on connaît clairement aussi les limites de la digitalisation, puisqu'aujourd'hui, le télétravail, quelque part, nous montre que tout ne peut pas vraiment être digital. Mais bon, ne partons pas trop sur des chemins de traverse. Mais en tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'au niveau professionnel, les voyages diminuent assez nettement. Surtout quand on voit que pour faire une réunion, on devait tous se déplacer par rapport à faire une réunion via Teams ou d'autres outils comme Zoom. Zoom qui était très populaire pendant le Covid. L'empreinte carbone, elle n'est pas nulle avec la vidéo, la conférence vidéo, parce que ça implique quand même l'utilisation de serveurs, d'électricité, etc. Mais si on se fie à certaines études, l'empreinte carbone d'une heure de visioconférence, c'est environ 42 grammes par personne, alors qu'une heure d'avion, c'est 42 kilos. Donc on a un facteur de 1000 entre les deux, sans compter que l'on va prendre un taxi de l'aéroport, se loger dans un hôtel, etc. Absolument, absolument. Peut-être pour continuer sur le sujet, lorsque j'ai fait la recherche, je suis tombé sur un certain nombre de statistiques que j'ai trouvées assez intéressantes. Alors, on parle plus forcément du voyage de personnes directement, on va parler plutôt du voyage de marchandises. Mais j'étais quand même surpris parce que le fret aérien ne représente en réalité que 0,5% du transport de marchandises, ce qui est finalement quasiment négligeable,
mais représente quand même 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc 0% en volume, 10% en émissions. C'est quand même assez notable. Surtout que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois, on avait dit que les émissions liées à l'aviation, il y avait la partie qu'on pouvait facilement calculer, et il y avait des effets de bord qui sous-entendaient qu'il fallait peut-être doubler les émissions, et qu'on n'était pas capable précisément de le calculer. On hésitait donc à les intégrer. Donc voilà, ça veut quand même vraiment dire que ce n'est pas négligeable d'un point de vue émissions à gaz à effet de serre, même si d'un point de vue volume, c'est relativement faible. Oui, c'est surtout intéressant quand on parle des bateaux qui sont utilisés pour le fret, puisqu'ils utilisent du fuel lourd et qui sont donc extrêmement pollueurs. Je me souviens d'une statistique arguant que les 300 bateaux de croisière qui circulaient sur la Méditerranée polluaient tout autant que tout l'ensemble du parc automobile européen. Bon, l'étude cherchait à démontrer que si les bateaux de croisière étaient déjà de gros pollueurs, les bateaux sans passagers, passagers donc qui peuvent être incommodés par les cheminées, ces bateaux devaient être encore plus nocifs. Bon, non, cette statistique est contredite puisque l'ensemble du parc automobile européen sont environ 250 millions de voitures, émettent 360 millions de tonnes de CO2 par an. Ces bateaux de croisière n'émettent que, entre guillemets, 18 millions de tonnes de CO2 par an. Cela étant dit, le transport maritime reste une énorme source d'émissions de CO2 et d'autres polluants comme le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote ou encore les particules fines. Ah, totalement, c'est bien que tu le mentionnes et c'est très flagrant. Et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur la recherche où on voit que le maritime en volume représente 70% du fret, mais en pollution, on est à 24% du total. Donc oui, évidemment, en volume, c'est effrayant, mais au niveau de l'émission, c'est proportionnellement pas aussi important que l'aviation. Et le gros pollueur dans le fret, c'est clairement la route. C'est très flagrant parce que la route représente 22% du fret et 66% des émissions. Après bon, les statistiques, les sources, j'imagine qu'elles peuvent se contredire dans une certaine mesure, mais là, les écarts sont tellement énormes qu'on comprend bien qu'au niveau de la route, il y a un problème majeur et on le retrouve finalement dans les réglementations, qu'elles soient européennes ou américaines. En réalité, j'aurais envie de dire surtout européennes, où on a pris conscience qu'il était extrêmement important d'électrifier le transport par route, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Alors, électrifier ou l'hydrogène éventuellement pour les bus et les camions, mais en tout cas, remplacer les hydrocarbures. Ça paraît absolument fondamental et stratégique pour atteindre nos objectifs. Donc oui, pour atteindre ces objectifs, il faut électrifier les camions et les voitures. Les voitures, on le voit, c'est quelque chose qui est quand même bien enclenché. Autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui ont des voitures électriques. Moi-même, la prochaine sera définitivement électrique. Mais les camions, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va prendre plus de temps. Déjà parce qu'un camion en tant que tel a une durée de vie plus élevée qu'une voiture. Et là, je me base pas sur une statistique que j'aurais lue, mais plutôt sur un feeling. Disons que le camion, il a moins besoin d'être tout le temps à la dernière page. Il n'a pas besoin qu'il soit connecté à Apple ou Google pour répondre aux besoins des conducteurs. Il est moins influencé par la publicité qui nous vante les mérites de tel ou tel modèle. Donc j'ai l'impression que ça évolue moins vite et qu'on fait durer les camions plus longtemps qu'une voiture. Par conséquent, on peut imaginer que ça va prendre du temps vraiment pour électrifier tous ces camions. Oui, probablement que pour les camions, ça va prendre du temps et puis on n'est pas sûr encore que ce sera de l'électricité. Il y aura peut-être aussi de l'hydrogène. On verra dans quelle direction ça va, mais quand même, globalement, l'Union européenne a mis énormément de pression sur les constructeurs pour passer à l'électrique. Donc là, on parle surtout des voitures privées. Et après, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Ils ont mis énormément de pression avec des délais très courts. Et à chaque fois qu'on lit quelque chose concernant les réglementations, on retombe toujours sur ce concept de compensation. Et c'est très difficile de se faire une idée si cette idée de compensation est positive ou négative, parce que, comme je viens de le dire, les délais et les attentes vis-à-vis des constructeurs sont très fortes et les délais sont très courts, mais en même temps, pour compenser, pour éviter qu'ils soient quand même amendés et trop impactés, on a inventé ce concept de compensation qui existe aussi bien pour les émissions de gaz à effet de serre que pour la production de voitures, en l'occurrence électriques. C'est d'ailleurs la fameuse anecdote ou histoire de comment Tesla fait de l'argent.
ou faisait de l'argent, parce que c'est vrai que maintenant c'est un peu différent, mais il y a quelques années, Tesla produisait une partie non négligeable de son revenu en revendant finalement des certificats, des crédits associés aux voitures électriques qu'ils obtenaient grâce à leur vente de voitures. Et comme des constructeurs tels que Fiat, je mentionne Fiat parce que c'est avec Fiat que Tesla a eu le plus grand contrat, donc comme des constructeurs tels que Fiat n'ont pas de voitures électriques, les amendes auraient été conséquentes pour eux, mais vraiment conséquentes. Parce que l'Union européenne, de ce point de vue-là, est très stricte. Mais d'un autre côté, elle a autorisé également la compensation, c'est-à-dire que Tesla a le droit de s'associer à Fiat et on fait une moyenne sur le nombre de voitures. Et donc de cette manière, Fiat arrive à justifier qu'une voiture sur 5, par exemple, est électrique. En l'occurrence, ce ne sont pas les siennes, mais ce sont celles de Tesla. Et donc pour avoir le droit de faire ça, ou pour que Tesla l'autorise à faire ça, forcément, Fiat doit les payer. Et c'est là qu'on peut se dire que cette idée de compensation, même si on est dans une économie libérale, une économie de marché, c'est un peu perturbant. Alors perturbant, premièrement parce que elle complexifie énormément la compréhension par le commun des mortels, et deuxièmement, je pense qu'elle est source d'abus. Donc tout ça pour dire que la compensation, c'est un sujet délicat, et puis évidemment, ça existe aussi au niveau des quotas carbone dans toutes les zones géographiques, donc le problème est le même. Ça me fait revenir sur la discussion qu'on a eue il y a 2 semaines, où on parlait justement que les Masai Mara pouvaient fournir des certificats contre une rémunération, alors qu'eux, ils n'ont rien changé à leur mode de vie. C'est simplement que d'un coup, ils gagnent de l'argent parce que d'autres continuent à peler, même... C'est simplement que d'un coup, ils gagnent de l'argent parce que d'autres peuvent continuer à polluer et ils peuvent acheter des certificats à ces Masai Mara. Donc là, en l'occurrence, Fiat peut acheter des certificats à Tesla. La question que l'on peut se poser est de savoir si on a réellement atteint les objectifs. Parce que l'objectif, à la base, c'est de polluer moins, donc de forcer Fiat à polluer moins, et pas de leur donner l'option de dire « je trouve un moyen, je trouve quelqu'un qui ne pollue pas, et je m'achète une bonne conscience avec eux ». Oui, oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Et c'est drôle parce que quand tu lis les articles qui sont publiés à gauche à droite, et Dieu sait qu'il y en a, tu as 50% des articles qui disent quel scandale en parlant des crédits carbone, des quotas carbone ou des crédits qu'on s'échange au niveau de la production de voitures, et d'autres qui disent oui, mais on est quand même dans une démarche pragmatique et au global, on est plutôt quand même en train d'atteindre l'objectif, même si peut-être qu'il faut plus de temps, peut-être que certains sont plus rapides que d'autres, mais au global, l'objectif sera atteint. Donc c'est très difficile de se faire une idée. Et d'ailleurs, juste un point sur lequel je te reprends peut-être, qui apporte encore plus de complexité à l'histoire, c'est qu'effectivement, au niveau des voitures, on va parler de crédit pour des voitures à faible émission ou à zéro émission. Par contre, au sein d'une zone géographique comme l'Union européenne, on va se retrouver sur un concept de marché réglementé où là, on parle en fait d'une compensation qui se fait à travers de ce qu'on appelle des quotas carbone, qui ressemble un peu à ce qui se fait au niveau des voitures, mais plutôt sur la partie émissions de gaz à effet de serre. Et on va avoir l'ensemble des marchés qu'on appelle volontaires, où là, les échanges, les compensations se font à travers de ce qu'on appelle les fameux crédits carbone. Le niveau de complexité est tel qu'évidemment, pour des experts, pour des spécialistes et pour des sociétés de conseil, le marché est juteux et il y a vraiment du business à faire. Mais par contre, si on avait voulu embarquer les personnes, en l'occurrence de l'Union européenne, le citoyen lambda, on n'aurait peut-être pas dû s'y prendre comme ça parce que le niveau de complexité est beaucoup trop élevé pour que les gens se sentent réellement concernés par rapport à ce système relativement opaque. Et ensuite, on se retrouve avec ce qui se passe en France actuellement où les gens rejettent toutes les réglementations européennes parce que la surréglementation a un impact sur la productivité des entreprises et les gens travaillent dans ces entreprises et les entreprises se plaignent de la surréglementation. Et donc, tout ce que fait l'Union européenne, finalement, est vu de manière négative. Et pourtant, l'idée, au départ, elle est évidemment saine et très bonne. Elle est bonne, effectivement, mais elle est devenue très complexe. Moi, je te propose dans un prochain épisode d'essayer de détricoter un petit peu plus ces certificats carbone. Le mot est bon. Détricoter. Le mot est excellent. Je te propose qu'on mette ça comme objectif pour le prochain épisode,
dans 2 semaines et d'apporter un peu de lumière à cette partie qui est très complexe pour la vulgariser et la détricoter, puisque tu aimes bien ce terme, on va le réutiliser. Et ce sera aussi intéressant à l'avenir de parler de tous ces mécanismes qui sont mis en place par l'Union européenne. J'avance aussi un petit peu dans l'idée des prochains podcasts. C'est qu'on se rend compte qu'en Europe, on fait beaucoup de choses, mais je pose la question, est-ce qu'on en fait beaucoup ou tout autant ailleurs? Donc, de voir quelles sont les différences par région mondiale par rapport à cette approche, qui fait quoi et de quelle manière. Je te rejoins totalement, c'est un sujet très intéressant. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe. Et je pense qu'également, pour prendre la défense de l'Europe, elle joue un vrai rôle de modèle qui marche. Parce que typiquement, sur les concepts de quotas dont on a commencé à parler, ils ont commencé en 2005 et en 2021, la Chine a décidé de s'y mettre. Donc, ils étaient réellement précurseurs, modèles en 2005, et 16 ans plus tard, un grand acteur de la planète s'y met aussi, qui d'ailleurs crée une différence énorme vu le volume dont on parle. Et donc en conclusion, il faut être persévérant, résilient, et finalement, ça finit par se faire. Mais c'est vrai que la patience est la mère de toutes les vertus. Bon, sur ces bonnes paroles, on continue la prochaine fois.